on a le plaisir de vous accueillir. Anne Lemoine, vous êtes sismologue, chercheuse à la direction des risques et prévention, et vous faites partie des spécialistes qui travaillent sur le risque sismique de Mayotte. Que s'y passe-t-il à Mayotte ? Merci. Alors, depuis le mois de mai 2018, Mayotte est le siège d'un phénomène exceptionnel au niveau géologique, c'est-à-dire que ça a commencé par des séismes très importants pour la zone qui n'était pas habituée à subir une telle sismicité. Il y a eu divers phénomènes observés. Ça aboutit à la découverte d'un nouveau volcan, qui est le plus gros volcan effusif observé depuis 1783. Donc c'est un bel édifice. Et donc il se trouve que le BRGM était le seul institut à avoir des stations sismiques sur l'île, sur place. Et puis avoir une direction régionale aussi. Donc le temps que la communauté et l'État s'organisent pour mettre en place ce qu'on appelle le REVOSIMA, un réseau de surveillance dédiée, c'est le BRGM qui a été chargé de suivre ces phénomènes au départ. Une vraie fierté d'ailleurs. Et donc j'imagine que au regard de ce que vous avez découvert, la question des risques s'est posée. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le sujet ? Alors oui, la question des risques s'est posée tout de suite, effectivement, d'autant plus que, comme vient d'en parler Gilles, au BRGM, on est sensible à un certain nombre de ces sujets, risques sismiques, tsunamis, etc. Et en fait, dès le départ du phénomène, on s'est posé des questions par rapport à de potentiels impacts. Donc là, je vais plus spécifiquement parler des tsunamis. Mais il se trouve que, en tant que sismologue, je faisais partie de l'équipe qui suivait la séquence sismique au départ du phénomène. Et puis, je fais aussi partie de l'équipe de tsunami du BRGM. Et dans cette équipe tsunami, il y avait aussi un collègue, Rodrigo Pedreiros, qui avait travaillé auparavant sur une étude d'estimation de la submersion liée à des cyclones. Donc, il connaissait le territoire, ainsi que les données nécessaires à une bonne prise en compte des spécificités pour bien simuler la submersion liée aux cyclones. Donc, assez rapidement, dès mars 2019, il y a des modèles préliminaires de tsunami qui ont été construits. Et puis après la découverte du nouveau volcan en mai 2019, le ministère de l'Environnement a chargé le BRGM d'une étude exploratoire d'évaluation d'impact tsunami à travers des modélisations de 3 types de sources de tsunami: sources sismiques, sources liées à des glissements sous-marins et sources liées à de potentiels effondrements de réservoirs magmatiques. Et donc, quels résultats vous avez pu avoir grâce à cette étude ? En fait, lors de ce travail exploratoire, on a proposé une 60aine de scénarios différents. Et pour chacun de ces scénarios, on a construit des modèles de tsunami. Alors sur l'écran, vous voyez un petit film qui représente la propagation du tsunami au voisinage de Mayotte. Donc là, on est sur un scénario. Sur un scénario, c'est un modèle. C'est un modèle numérique. Donc on a imaginé une source de tsunami qui se trouve être un glissement à l'est de Mayotte, un glissement qui est plutôt important. On a maximisé les hypothèses pour, on va dire, rester conservatif. Oui. Et donc là, les couleurs représentent l'amplitude des vagues. On voit les petites flèches qui représentent les vitesses de l'eau. Et ce qu'on peut voir là sur cette vidéo, par exemple, c'est que le récif est souligné par la propagation du tsunami, parce que le tsunami, en arrivant sur le récif qui borde le lagon, dissipe une partie de son énergie. Donc on voit avec ce genre de film la manière dont peut se comporter un tsunami. Et donc, on a décliné les 60 scénarios. Et puis, pour les scénarios les plus impactants, des simulations plus haute résolution ont été menées afin d'estimer de manière le plus réaliste possible la submersion potentiellement associée. Donc, en fait, Mayotte, c'est un territoire particulièrement difficile pour modéliser des tsunamis. En fait, élaborer des modèles de tsunami comme ceux qu'il faudrait faire dans l'idéal, ça représente un certain nombre de challenges techniquement parlant. C'est-à-dire que d'une part, on est dans le cadre d'un phénomène qui est actif, avec des sources tsunamigènes qui sont potentiellement... Ça bouge tout le temps. Ça bouge, et puis il y a des sources qui sont proches de l'île, donc il ne faut pas qu'on rate une hypothèse quelque part. Et puis, techniquement, en termes de modèle hydrodynamique, on est contraint par l'utilisation de certaines
de certaines règles, c'est-à-dire les sources étant très proches, on doit aller vers certains outils de modélisation qui sont très spécifiques et très pointus. D'autres spécificités comme le fait, par exemple, que les dimensions des sources tsunamigènes sont plutôt petites au regard de l'épaisseur de l'eau au-dessus des sources, nous oblige à utiliser des modèles assez pointus et à élaborer des modélisations numériques assez complexes. Et donc, en parallèle de ce projet exploratoire, des projets de recherche ont été menés, et notamment dans le cadre de collaboration avec des collègues de l'Institut de physique du globe de Paris, donc à travers la thèse notamment de Pablo Poulain, qui est une thèse qui est co-dirigée par notamment Gilles et des collègues, et Rodrigo et des collègues de l'Institut de physique du globe de Paris. Donc on a intégré un nouveau niveau de complexité. Et ce niveau de complexité est représenté ici sur cette vidéo. Donc l'image en haut à gauche représente une image de la source en rouge. C'est la zone de la pente qui va être déstabilisée, c'est-à-dire qui va glisser le long de la pente. Et sur la vidéo, on voit en ombre au fond de l'eau le déroulement de cette déstabilisation des sédiments le long de la pente. Et en parallèle, le fait que les sédiments glissent le long de la pente, ça va déstabiliser la colonne d'eau, ça va générer un tsunami. Et le tsunami va se propager dans le bassin. Et ce que l'on voit sur cette vidéo, c'est que dans cette hypothèse qui intègre la dynamique, c'est-à-dire l'histoire de l'écoulement du glissement, le glissement n'a pas terminé de descendre des pentes, que les premières vagues arrivent déjà à la côte. Oui. Donc la dynamique du phénomène est très complexe et nécessite numériquement d'avoir des outils tout à fait adaptés. Oui, au risque de mal évaluer l'impact. Bien sûr. Et du coup, d'avoir une mauvaise prédiction. Et ça m'amène à la question de savoir si justement ces outils sont complètement au point. Alors, les outils, donc pour mener à bien cette simulation, il y a de premiers développements qui ont été établis, c'est-à-dire qu'il y a des codes qui ont été couplés, des codes de modèles, notamment un modèle qui travaillait sur la manière dont le glissement dévalait les pentes, qui a été couplé avec un code qui travaillait sur la manière dont le tsunami se propageait dans ce bassin très spécifique, avec un récif sur lequel les vagues peuvent déferler, des spécificités même au niveau des côtes très particulières. Et pour aller au-delà, en fait, ce qu'il faudrait, c'est avoir un effet plus intégrateur, avoir des codes qui soient aussi bien satisfaisants au niveau d'une génération de sources complexes et qui puissent répondre aux spécificités du terrain en termes de code hydrodynamique. Et donc, en parallèle de ces travaux, tous les travaux qu'on a menés jusqu'à présent nous ont aussi permis, c'est comme un cas d'école, quoi. Ça nous a permis de cibler les efforts et de savoir développer les outils. Et au sein des équipes du Bergem qui travaillent sur ce genre de modèle, des collaborations ont été menées aussi avec l'INRIA, notamment par le développement d'un code qui s'appelle WAINA, qui est un code qui va pouvoir nous permettre, grâce à une spécificité très intéressante, on appelle ça un maillage non structuré. Alors, il a plein d'autres qualités, ce code. Mais ce qui est très intéressant par rapport à ça, c'est que ça nous permet, là où on a des données fines, ou là où on a un intérêt ou un enjeu particulier, où on veut faire des simulations très fines, ou là, par exemple, d'affiner la résolution au niveau de la source, parce qu'on a une source très difficile à simuler avec des données complexes. Donc, on peut affiner nos modèles en fonction des sites sur lesquels on doit porter notre intérêt. Et donc, par ailleurs, à Mayotte, une autre caractéristique de cette île qui subit un phénomène actif, c'est que c'est une île qui est très mal connue géologiquement parlant. Mais ces dernières années, ces derniers mois, il y a eu un grand nombre de campagnes d'acquisition, de campagnes en mer, de campagnes à terre, qui permettent de mieux connaître le terrain, les matériaux, les structures actives. Et donc l'étape suivante, c'est continuer le développement des outils adaptés à une meilleure prise en compte, à une meilleure simulation, haute résolution des effets d'un tsunami et de la submersion en particulier. Et puis intégrer la meilleure connaissance qu'on a des objets géologiques et des structures actives pour avoir des sources qui soient réalistes et modélisées de manière réaliste. Et puis un dernier aspect aussi, c'est qu'il faut qu'on aille au-delà
la modélisation du phénomène et qu'on intègre les modèles, qu'on intègre l'aspect dommage dans nos modèles, dommage sur les infrastructures et les bâtiments. Et ça, c'est des choses protection de la population aussi derrière, bien évidemment. Mais bon, on voit qu'il y a déjà de belles évolutions. Quand on voit les modélisations que vous nous avez montrées, on imagine ce que ça peut donner par la suite quand tout ça sera encore plus développé et avec la précision que ça pourra apporter. Ce qui est intéressant dans ce sujet aussi, c'est que c'est le sujet dont on parle, c'est très intégrateur dans le sens où c'est un sujet qui est très pluridisciplinaire. Et dans le cas de Mayotte, comme l'a dit Gilles tout à l'heure, c'est un sujet qui a mobilisé de nombreuses spécialités, de nombreux instituts et toute une équipe de chercheurs avec des casquettes très très différentes. La transversalité. La transversalité, oui. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous les deux.